Je parle au nom de mon association dont je suis fondatrice et présidente, mais évidemment je ne suis pas seule. On n'est pas très nombreux, on est 4 dans le bureau et à partir de là on a une vision nationale par un site internet qui en 2 ans a fait 65 000 passages, donc nous sommes visités. 600 articles et plus, bientôt 700. Et nous tournons tout le temps autour de tout ce qui est préventif. Et notre exercice préventif va du plus moche au plus beau. On essaye de tirer vers le haut autant que possible. Alors, en fait, dans ma fonction associative, j'ai la charge de l'éditorial et aussi de la rédaction des articles et en même temps de la réception des appels qui arrivent sur cette association. Alors la plupart du temps, il y a des appels très épisodiques sur le burn-out. Avec mon intervention d'aujourd'hui, je pense que ça sera un peu plus volumineux. Malheureusement, dans ces appels, j'y sens quand même beaucoup de problématiques. Et donc, je me suis placée automatiquement comme médiatrice et aussi comme pôle d'information. Ça, c'est très important d'accueillir avec attention les appels provenant de personnes à tendance suicidaire ou à tendance problématique avec l'entreprise que l'on peut déterminer souvent parce que l'appelant se place tout de suite pratiquement comme étant un burn-out. Il le dit, il sait, il l'identifie la plupart du temps. Par contre, là où je prends position, mais vraiment fermement, c'est que le burn-out n'est absolument pas à mettre en relation avec un phénomène de mode. C'est vraiment absolument, pour moi, complètement dichotomique. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais alors c'est quelque chose où je suis très ferme. Malheureusement, le burn-out est un souci majeur des entreprises d'aujourd'hui depuis plus de 10 ans. C'est pas une mode. Au Japon, ils subissent ces fléaux depuis plus de 30 ans. Depuis que je suis dans l'entreprise, j'ai entendu parler de ça. Donc, je m'oppose à ce mot mode et burn-out. C'est vraiment catégorique. Alors donc sur mon approche managériale, j'ai établi des quotas, des visualisations, des perceptions sur le burn-out et par rapport au témoignage. Donc en principe, le témoin ou l'appelant se trouve généralement dans une situation de harcèlement. Il a vraiment une notion presque de persécution. Il est en général dans une détresse, une solitude, une dépendance à l'autre, mais il n'est pas dépendant. Il ne sait plus du tout en fait, où il se synchronise et dans quel espace il est. Il a perdu ses repères majeurs d'adulte et c'est donc une période extrêmement grave et de grande souffrance qui est à accueillir avec beaucoup d'attention. Je parle bien d'un côté le harcèlement, de l'autre côté un enjeu professionnel profond, bien marqué, et que la personne ne perd pas de vue et sur laquelle elle a une grande déception. Et puis il y a évidemment ses émotions. Alors en tant qu'association, j'estime que c'est là-dessus que je travaille le plus, c'est-à-dire que j'accueille l'émotion. Alors l'émotion, c'est négatif, positif, moyen, transversal, horizontal. On a toutes les positions. Les gens parlent de jalousie, d'envie, d'impossibilité. Enfin bon, on peut y mettre tellement de choses que on a un cas de figure à chaque fois différent par appelant. Il n'est pas question de le prendre comme étant un cas type. Lorsqu'on a ce harcèlement, ces enjeux professionnels et ces émotions, en fait, il faut le rapprocher de l'individu, du profil de l'individu. Donc il faut faire très vite dans l'appel pour comprendre qui on a à l'oreille. Et il faut savoir que donc je ne le vois pas, je ne fais que l'entendre, je ne sais même pas la plupart du temps ni son nom, ni sa région, ni son parcours professionnel, parce que à ce stade de l'appel, généralement, la personne vient pour se faire confirmer des informations ou se les faire infirmer. Donc il ne se présente pas, généralement, et il parle. C'est direct. J'ai eu un burn-out, je suis en cours de soins, je ne suis pas en cours de soins, je cherche un soignant. Et donc tout ça est positionné au fur et à mesure de l'entretien, que j'estime en général à 30 minutes. Quand je dépasse les 30 minutes, je dis stop dans ma tête pour qu'en fait je conduise l'appelant à se replacer
et à ne pas être dépendant de moi déjà. Parce que malheureusement, ce sont presque des appels au secours que je reçois quand même. Hein. Pourquoi? Parce que le burn-out avéré, vraiment placé, est généralement une situation de vampirisme sur soi-même. Donc ce vampirisme, pour s'en débarrasser, on va aller chercher l'autre et on va lui déposer. Alors évidemment, bon, moi je ne suis pas dans une situation de me le faire manger par l'appelant, mais il faut que je mette un terme et que je positionne aussi mon activité associative. Donc à une période, j'explique que je fais telle chose et telle chose. Donc par exemple, prévention contre la cybercriminalité, qui est très différent. Je peux parler évidemment des articles que j'ai publiés, etc. Donc ça diversifie la conversation, ça disperse un peu la personne et ça lui permet de se libérer de sa parole qui est très très confuse hein, parfois. Hein, je vous assure que c'est compliqué. Hein. Donc j'essaye aussi de rapprocher la personne de son lieu. C'est-à-dire, je dis, ben, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez puisque je ne sais pas d'où vous êtes. Donc, je le rapproche de lui-même aussi en faisant ça, de son contexte, de son entourage. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il n'est pas seul? Est-ce qu'il a entamé des soins? Est-ce qu'il les continue? Est-ce qu'il a envie de les changer? Donc, à chaque fois, je donne une réponse différente, suivant les demandes de l'appelant. Donc, si par exemple, j'ai un monsieur qui m'appelle et qui me dit ce qui a été le cas d'ailleurs dernièrement, il a envoyé sa voisine d'abord, et après sa femme, et après c'est lui qui m'a appelé. Tout ça pour me dire qu'en fait, il n'était pas du tout content par rapport au médecin parce qu'il ne se soignait pas. Il n'arrivait pas à se soigner. Alors je lui ai proposé tout un tas d'outils de façon à le sécuriser. Puis je lui ai dit, la première chose à faire dans un burn-out, monsieur, puisque vous reconnaissez que vous en avez fait un, c'est de vous adresser aux soignants directement. Dans ce cas-là, j'ai posé les choses. Et je lui ai demandé, en quelque sorte, d'être face à sa situation. Et je lui ai dit, surtout si vous ne pouvez pas y arriver, vous me rappelez. Pourquoi? Parce que je ne peux pas fermer les situations. Je dois ouvrir à l'appelant le maximum de situations pour ne pas le coincer. Donc, à un moment donné, je vais aussi énumérer qu'il y a des numéros d'urgence, qu'il y a des structures. Et je recommence parfois 2 ou 3 fois dans l'entretien, pour éviter de mettre le malade, parce que c'est un malade, dans une situation de fermeture. C'est très important. Alors ensuite, il y a des choses que je positionne au niveau de mon association qui permettent de mettre dans l'oreille de l'interlocuteur que je suis une structure préventive. Donc, je ne me positionne pas comme soignant, ça aussi c'est très important. Et dans la mesure où la personne a déjà été en parcours de soins, elle n'est plus dans une situation de prévention, mais bien de parcours de soins. Parce que ce sont des personnes qui, généralement aussi, sont dans des confusions toujours de l'espace et du temps et de la relation à l'autre. Et donc, même s'ils ont un cursus entamé avec des professionnels de santé, parfois ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils se disent pourquoi je prends des médicaments, pourquoi j'ai fait une cure de sommeil, pourquoi je dois réintégrer mon entreprise éventuellement comme mode thérapeutique. Donc tout ça, en 30 minutes, j'arrive à replacer. C'est top chrono quand même, parfois. Mais bon, c'est surtout dans une notion de ramener à l'émotion la plupart du temps. Donc en fait, je ne me contente pas de donner des faits techniques à l'appelant, ou que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Je lui impose, entre guillemets, avec douceur quand même, de regarder ses émotions. Alors, je lui demande clairement, qu'est-ce que vous ressentez tout de suite quand vous êtes en train de me parler? À quoi pensez-vous en réalité dans votre fort intérieur? Que me demandez-vous? Donc on s'assoit sur une question qui demande une démarche. Et donc en fonction des réponses, je dis par exemple que sur cet endroit-là, il faudrait peut-être être plus ouvert, plus optimiste, plus regarder l'avenir. Regardez aujourd'hui, vous avez l'occasion, vous m'appelez, je suis là. Il se trouve que je suis là alors que l'habitude, ça m'arrive de couper le téléphone. Je vous réponds, donc ça c'est positif. Et je positionne des faits réels et immédiats.
parce que la projection du burn-out sur l'avenir, la personne malade du burn-out sur l'avenir, c'est un décalage total la plupart du temps. Donc je lui fais faire une projection immédiate. C'est possible. Je suis là d'abord, je vous écoute et en même temps, je vous donne rendez-vous pour plus tard si vous voulez, mais regardez, on a parlé ensemble et en fait, vous êtes vraiment présent et on peut travailler. Alors, la plupart du temps, ce qui se produit quand même, hein, c'est très très dur de ne pas entrer dans la dépendance à ce stade-là. Mais j'essaye vraiment de valoriser les choses comme étant positives. Les soins, par exemple, quand j'ai un réfractaire aux soins, mais qui donc ne prend pas les médicaments, ce qui est très grave, parce que lorsqu'il y a une carence de médicaments, il y a forcément un risque de suicide qui s'amplifie. Donc je rattrape la situation en expliquant que si on est à ce stade-là, c'est que en fait la fatigue nerveuse, morale et le corps ne répond plus. Et j'amène la personne à expliquer pourquoi il en est arrivé là. Donc là, on est carrément un petit peu dans un passage un peu au-dessus. C'est-à-dire que les gens disent j'ai pas mangé pendant 1 an, j'ai pas dormi pendant 3 ans, j'ai été surbookée de 17 heures de travail tous les jours pendant 3 ans. Et donc là, ils commencent à parler d'eux. Et je leur dis, vous voyez, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que c'est terminé. Donc je positionne toujours dans ce genre de verbalisation. Ce qui fait que je fais ce que je peux parce que la plupart du temps, les gens ne me rappellent pas, hein, il faut le savoir. Donc je lâche dans la nature. Hein. J'invite à regarder les adresses numéro vert, etc. J'ai créé une rubrique exprès sur les hôpitaux avec les spécialités des hôpitaux dans toute la France. Et donc j'invite à visiter. Et quand je sens que ça bloque, je dis ah mais j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus sympas. On a mis en prévention du risque les photos de la Tunisie en l'an 2000. Regardez, c'est beaucoup plus cool. Vous avez raison, c'est une bonne idée. Et en fait j'ai créé mon site de cette façon, c'est-à-dire qu'il a un côté très sévère et un côté graduellement ludique. Donc il y a des petites histoires références. Je dis tiens, je vous invite à lire telle histoire référence. Oui, évidemment, là aujourd'hui je prononce référence, mais pour les accueillants, je ne dis pas ce genre de choses. Et donc cette méthode, j'ai pas constaté jusqu'à présent les retombées. Donc pour ne pas non plus me surcharger, j'accepte de ne pas avoir de nouvelles. J'ai accepté dès le départ, et c'est un risque. C'est un risque parce que, évidemment, le burn-out, je le connais dans mon parcours professionnel. Je l'ai vu sur les autres. Je l'ai vécu. Alors, je sais très bien de quoi on parle. Bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est que je me suis fait hospitaliser d'office avant de clasher complètement. Donc, j'ai eu un peu de réflexe. Mais quand on clash complètement, je pense que c'est un handicap. On parle d'handicap. Donc, j'ai décidé en 2010 de faire de la prévention. Parce que j'ai dit non, 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 je ne veux pas voir les sociétés, les gens dans les sociétés vivre ce qu'ils vivent. Donc, en 1994, quand j'ai démarré en tant que consultante en libéral, j'étais très partante, il y avait beaucoup de travail, j'avais des contacts très intéressants, motivants, vraiment une grande émulation, beaucoup de résultats sympathiques, de l'argent qui rentrait, donc aucun problème. Puis au fur et à mesure des années, avec les crises qui se sont succédées les unes aux autres au niveau économique, j'ai rencontré des gens avec des choses beaucoup plus dures et qui m'entraînaient un petit peu quand même, hein, par ma problématique personnelle aussi. Que l'on ne détache pas du professionnel. Moi, je suis partisante, mais bon, pour faire de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, il faut être sévère avec les termes qu'on utilise. Mais disons que, voilà, donc la dégradation de ce climat social, psychosocial, m'a touchée. Et donc, je me suis dit, en 2010, créons une association qui fait de la biodiversité préventive et associative. C'est-à-dire qui veut rentre et sort dans mon association du moment qu'on est dans une logique d'éthique et de respect de l'autre et on peut installer son principe de prévention. Il y a aussi une chose qui était très importante dans l'accueil que je fais par rapport aux appels, c'est que d'une manière générale, je parle aussi de ce que je fais immédiatement quand les gens m'appellent. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de sceller la personne qui appelle sur le quotidien. Parce qu'une personne en déprime ou en dépression ou carrément dans le passage du burn-out,
a toujours ce problème du souvenir du quotidien. Et la mémoire chez la personne qui est dépressive et sous antidépresseur est comment dirais-je, un endroit qui est défectueux. Donc, il m'arrive dans les entretiens de répéter 3 ou 4 fois la même chose. Je suis très très patiente. Et je le redis d'une autre manière, par contre, pour être accueillante, pour pas saturer l'autre, quoi. Voilà ce que j'ai décidé de faire au niveau associatif. Alors, si quelqu'un veut suivre, je veux bien, parce que pour prendre de temps en temps le téléphone. Oui, mais bon, j'ai décidé de prendre une ligne de transfert, et donc il y aura des horaires fixes. Et moi, je ne suis plus en contact avec le téléphone, parce qu'on est tenté. Ouais.